Alors bonjour Lauriane Delaporte. Bonjour. Merci d'accorder cet entretien à Enquête et Débat dans le cadre des législatives. Alors vous êtes membre du Front de Gauche, vous avez 29 ans et vous êtes adjointe au maire de Blois en charge du logement. C'est bien ça? C'est ça. Voilà. Et alors vous êtes actuellement en train de passer les concours pour devenir professeur des écoles. Exactement. Vous vous présentez aux législatives pour la première circonscription de Loir-et-Cher. Première question, que pensez-vous du député actuel Nicolas Perruchot? Écoutez, Nicolas Perruchot, moi je l'ai connu dans l'équipe municipale, donc on a eu l'occasion de pouvoir se confronter dans une même instance et c'est quelqu'un qui, à mon sens, n'est pas suffisamment proche de ses concitoyens et donc c'est pas la manière dont moi je souhaite faire de la politique. Pour moi, la politique, c'est la proximité, c'est être au contact des gens, c'est les écouter, c'est faire remonter leurs demandes et pas uniquement rester dans un bureau. Donc voilà mon avis sur la forme. Après, sur le fond, évidemment, Monsieur Perruchot est de droite, je suis de gauche, donc foncièrement, nous ne sommes pas d'accord sur le fond, sur la manière de faire sur notre projet politique. Et alors, notamment, que pensez-vous de son rapport sur le financement des syndicats par l'État, qui a été enterré par l'UMP et le PS, ce qui est une première historique sous la Ve République, alors qu'il démontrait que les syndicats sont financés à hauteur de 5 milliards d'euros. Alors sur ce rapport-là, déjà on peut s'interroger sur le pourquoi de ce rapport. Est-ce qu'aujourd'hui la priorité c'est de s'interroger sur la vie démocratique des syndicats au sein de l'entreprise ou est-ce que c'est faire en sorte que les gens vivent mieux dans leur entreprise? Déjà, c'est un choix qui lui est personnel. Après, la chasse aux sorcières contre les syndicats et un rapport à charge contre certains syndicats de salariés me semble un peu problématique. Moi, je ne partage pas son avis. Je trouve que c'est normal qu'une organisation qui défend les travailleurs soit financée et par ses adhérents, et aussi par l'État, du simple fait que c'est la démocratie. Les partis politiques sont aussi financés par l'État et c'est aussi la démocratie. La démocratie dans les entreprises est aussi un droit et c'est important de continuer à le défendre. S'il trouve que c'est mal parce que ça gêne certains patrons, c'est son avis, mais en tout cas pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne le Front de Gauche, nous considérons que le rôle des syndicats est primordial dans la vie d'une entreprise pour défendre les salariés, mais aussi faire avancer l'entreprise. Parce que les salariés ne sont pas contre les patrons, ils veulent faire vivre leur outil de travail, ils veulent faire vivre la main-d'œuvre de manière décente. Et donc au contraire, il faut travailler en bonne entente les uns avec les autres pour maintenir la production en France et vraiment faire évoluer le monde du travail positivement pour tout le monde. Et sur la censure de son rapport là ? La censure de son rapport, c'est des choix nationaux, des composantes politiques qui ont la majorité à l'Assemblée. C'est leur problème. Le gauche n'est pas intervenu dans cette censure. Non, effectivement. Et c'est du choix de l'UMP. D'ailleurs, le même UMP qui le soutient aux élections législatives, hein, je le rappelle. Tout à fait. Alors, autre question dans le prolongement. Parce que cette question du financement des syndicats ramène aussi à la question de la dette de l'État. L'État pèse 57% du PIB aujourd'hui pour ses dépenses, 46% pour ses recettes, et les prélèvements obligatoires sont de 44%, ce qui fait que quand on paye un salarié 1 000 euros, on paye aussi 1 000 euros de charge. Est-ce que, selon vous, l'État est trop présent dans l'économie ou pas ? Alors, pour ce qui est des charges, j'aimerais juste dire que c'est la solidarité. Ce que l'entreprise paye pour le salarié, c'est la solidarité, c'est sa sécurité sociale, c'est un ensemble de choses qui fait aujourd'hui la solidarité dans notre État, dans notre nation. Donc c'est quelque chose qui est important et qui fait que ceux qui travaillent participent à cette solidarité, et lorsqu'on perd son travail, la solidarité se poursuit. Ce qui va à l'inverse de la proposition de la droite, qui est de dire
on arrête progressivement, on exonère progressivement les entreprises de ces charges-là pour qu'elles puissent investir l'argent autrement. Et donc, les personnes devront cotiser personnellement pour leur propre bien-être. Et donc, ce qui est l'adage de la sécurité sociale de dire on finance à hauteur de ses moyens et on prend à hauteur de ses besoins sera complètement laissé de côté. Donc nous défendons absolument cette idée-là que la solidarité, tout le monde doit y participer pour pouvoir, le moment venu, pouvoir en bénéficier à hauteur de ses propres besoins. Après, pour ce qui est des entreprises, aujourd'hui, on dit que ce qui coûte cher aux entreprises, c'est les cotisations sociales, mais à mon sens, les intérêts payés aux banques sont plus lourds pour les entreprises que les cotisations sociales. Nous, ce qu'on propose, c'est un pôle public financier pour aider les entreprises et les aider financièrement à des taux faibles. Et ainsi leur permettre vraiment d'investir et que cet investissement, ils ne le rendent pas aux banques. Parce que finalement, les banques se font de l'argent sur le dos des entreprises qui veulent participer à la vie économique. Donc ça, c'est quelque chose qui nous semble important à mettre en place. Et ce pôle public aiderait au contraire à relancer l'économie. Et donc avec évidemment des contreparties, de maintenir l'emploi, et des contreparties sociales. Je pense également aux femmes. Étant moi-même une femme, c'est important que les femmes puissent être rémunérées à la même hauteur que les hommes. Donc ça peut faire partie notamment des contreparties demandées aux entreprises dans le cadre de ce pôle public financier. Et alors pour répondre à ma question, donc vous pensez que l'État pèse trop dans l'économie ou pas? C'est normal que l'État participe de toute manière. Et au contraire, si l'État est garant d'une bonne économie, tant mieux. Donc vous ne pensez pas qu'il pèse trop? Voilà. Non, non, non. Très bien. Alors, concernant les fonctionnaires, donc, qui fait partie de votre électorat, je pense. Entre autres. Entre autres, bien sûr. Donc vous allez rejoindre l'Éducation nationale, ou vous l'avez déjà rejoint? Je ne sais pas encore. Ouais, en tout cas, voilà, si vous passez votre concours, vous rejoindrez l'Éducation nationale. Est-ce que, avec plus d'1 million de personnes à l'Éducation nationale, ce qui en fait à peu près le 6e employeur au monde, hein, tout confondu, c'est-à-dire entreprises, est-ce qu'il n'y a pas trop de personnes à l'Éducation nationale? Est-ce qu'il ne faudrait pas réorganiser un peu les effectifs? Parlez-en aux parents d'élèves. Aux parents d'élèves qui ont un enseignant pour 30 élèves et quand l'enseignant est malade, n'est pas toujours remplacé. Est-ce que de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a trop de monde? Je ne suis pas sûre. C'est beaucoup, mais c'est à hauteur de l'engagement qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la démocratie a fait qu'à un moment donné, il y a eu un choix qui a été fait, que l'éducation était primordiale. On a considéré qu'il fallait éduquer les enfants pour créer une société meilleure. Ça a été un choix. Il faut s'en donner les moyens. Si on supprime massivement les fonctionnaires, et on le voit aujourd'hui, on perd de l'efficacité dans cette éducation. Ce qui a été fait depuis 5 ans, c'est suppression massive de personnel, que ce soit l'éducation ou ailleurs. Parlez-en aux policiers, j'en ai rencontré encore il y a 15 jours, ou des gendarmes. La situation est la même. Je pense également à la justice, avec les fermetures de palais de justice dans les sous-préfectures. C'était dramatique. On se rend compte que de vouloir supprimer massivement des fonctionnaires, ça éloigne ce service public de la population et ça crée des engorgements et des grandes difficultés pour répondre aux demandes de services publics. Le service public, le principe, c'est de mettre à disposition des choses pour que les gens puissent y avoir accès de manière gratuite et donc ainsi faire avancer la société. Pour ce qui est de l'éducation, et ce que je connais le mieux, les suppressions de postes, il y a ce que vous m'évoquiez, hein, un redispatchement des personnels, sauf qu'on déshabille Paul pour habiller Jacques, clairement.
dans le Loir-et-Cher, c'est des suppressions de RASAID, de réseaux d'aide individualisés. Donc ce sont des enseignants qui se sont professionnalisés pour aider les élèves en grande difficulté et à qui on demande de ne plus utiliser leur savoir-faire pour retourner en classe. Et donc, les enfants les plus en difficulté n'auront plus cette structure-là qui pourra les accompagner parce qu'il n'y aura pas d'autres enseignants spécialisés qui seront présents. Il ne faut pas voir, en tout cas ce qu'on considère au front de gauche, il ne faut pas uniquement avoir une vision comptable des choses, mais voir aussi en fonction des besoins. Les familles les plus précaires ont besoin de ces structures d'accompagnement particuliers et si on leur enlève cette aide-là, ils ne pourront plus aider leurs enfants parce qu'ils n'auront pas les moyens d'aller voir des spécialistes privés qui sont payants et donc on laissera ces enfants-là, ces personnes-là dans la misère et dans l'échec scolaire. Pour ce qui est de l'enseignement, pour ce qui est de la police, on a le même problème parce qu'ils ne peuvent plus répondre à toutes les demandes correctement, à tous les besoins. Et pour ce qui est de la justice, il y a clairement un engorgement. Donc, si on a une vision comptable uniquement, effectivement, on enlève un pion et on dit bon, bah, il me coûte trop cher, je l'enlève. Mais si on a une vision un petit peu plus concrète des choses et sur le terrain de concret, on se rend compte que finalement, il y a ce besoin-là. Et ce besoin-là, c'est aussi la construction de notre pays. Notre pays a été construit aussi sur des valeurs où le service public a une place importante. Et donc voilà, aujourd'hui, ce service public, il faut, en tout cas selon nous, le faire vivre et se donner les moyens de les faire vivre correctement, mais aussi en donnant des moyens aux personnes qui font vivre ce service public de le faire correctement, en les formant et en reconnaissant leur travail. Juste sur ce que vous avez dit, à un moment vous avez dit que c'était gratuit. L'école est gratuite, oui. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est gratuit, sachant que ce sont des impôts qui payent l'école? Oui, mais les impôts, c'est le bien commun, c'est-à-dire qu'on paye à hauteur de ses moyens et tout le monde y a le droit en fonction de ses besoins. On n'est pas dans une logique commerciale, effectivement, on est dans une logique de service public. À ce moment, on peut difficilement dire que c'est gratuit, puisque des gens payent, donc c'est pas grave. Ce qui est gratuit, c'est qu'on ne paye pas. Bah, c'est gratuit dans le sens où on prend en fonction de ses besoins et on ne paye pas en fonction des besoins. Donc voilà, on paye en fonction de ses moyens. Bon. Alors, changeons de sujet, parce qu'on a pas mal parlé de la dette. La Nouvelle République a révélé dans son édition hier que, vous avez peut-être vu, le roi du Maroc avait fait un chèque de 787 000 € pour compléter le financement de la mosquée de Blois. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, on est dans un pays laïque. L'État ne finance pas les constructions d'édifices religieux. Si les musulmans blésois ont fait appel à un donateur, pour moi c'est un donateur privé donc, qui participe au financement de cet édifice. À partir du moment où ils ont le droit de construire, ça ne me choque pas du tout. C'est pas n'importe quel donateur privé, c'est le dirigeant d'un autre État, justement. Oui, mais je crois qu'il ne le fait pas en tant que dirigeant de l'État, mais en tant que choix personnel. Donc voilà, Alors, est-ce que ce financement, parce que l'autre question qu'on se pose, c'est est-ce que ce financement ne risque-t-il pas, selon vous, de faire peser sur l'islam de France des soupçons de manque d'indépendance ? Quand on sait par exemple, j'ai trouvé deux autres exemples de mosquées qui étaient financées par le Maroc, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. Je ne sais pas si vous saviez, en tout cas, souvent des mosquées sont financées par l'étranger. Et j'ai même entendu le Tariq Ramadan qui était contre. Est-ce qu'on peut accepter comme ça que des mosquées soient financées par l'étranger, par l'extérieur ? Écoutez, moi en tant que candidate du Front de gauche, je défends la laïcité, libre de droit à chacun dans sa religion. Maintenant, je crois que les politiques n'ont pas à intervenir sur ce genre de financement à partir du moment où c'est privé. Donc après, les musulmans sont
choisissent entre eux la manière dont ils souhaitent mettre en place leur religion, et ils ont tout à fait ce droit. Si je sais que pour ce qui concerne les musulmans blésois, ils sont issus de différentes confessions musulmanes et originaires de différents pays. Oui, mais il y a le Maroc, il y a l'Algérie, il y a la Tunisie, il y a les pays d'Afrique noire, il y a la Turquie. Voilà, il y a tout un tas de composantes dans le monde musulman, et c'est à eux de décider démocratiquement de la manière dont ils souhaitent que ça se passe. Je ne vois pas pourquoi moi j'irais leur dire c'est bien ou c'est pas bien. Parce que c'est vrai que le Maroc n'est pas vraiment une démocratie, c'est une monarchie déjà. Par exemple, le Maroc interdit la construction d'églises sur son sol. Bon. Oui, mais en même temps, je défends la laïcité, donc j'ai pas à dire. C'est une liberté individuelle de pratiquer sa religion. Je ne crois pas qu'il faille interdire la construction d'édifices religieux dans la mesure où ce n'est pas l'État qui le finance. Après, voilà, ils ont obtenu une autorisation pour en construire une. Tant mieux pour eux qu'ils puissent pratiquer leur religion dans de bonnes conditions. Et donc, voilà, c'est un financement privé. Après, moi, je ne vais pas regarder qui donne à la fin de la messe une participation financière pour une rénovation d'église. Donc, de la même manière, je ne regarde pas pour toute religion que ce soit. Alors, vous représentez avec votre candidature notamment le Parti communiste. Vous me disiez même avant cet entretien que vous étiez candidate du Parti communiste en 2007 déjà, aux législatives. Vous devez être la plus jeune de la... Et vous l'êtes aujourd'hui aussi. Encore aujourd'hui, effectivement. Voilà. Alors, moi, il y a une question que je me suis toujours posée, c'est que la France est un des rares pays au monde à compter encore un Parti communiste. Alors que, bon, ça on sera peut-être d'accord, le communisme, moi, selon beaucoup de gens, c'est un totalitarisme. Alors comment est-ce qu'on peut garder ce nom alors que personne ne s'appellerait parti nazi ou parti fasciste, enfin, comment est-ce qu'en France il y a une spécificité pour le communisme? Je crois que vous faites une confusion. Ouais. Effectivement, on sait qu'il y a eu des pays qui ont utilisé le terme de communisme pour faire du totalitarisme, mais en aucun cas le communisme n'est un totalitarisme. D'ailleurs, le Parti communiste français, comme vous devez sans doute le savoir en tant que journaliste, a condamné fermement ce qui s'est passé en URSS à l'époque et ne partage pas du tout ce qui se passe en Chine, notamment en termes de liberté individuelle. Donc, Georges Marchais était très proche de Moscou. Georges Marchais est mort et le Parti communiste a quand même beaucoup évolué depuis et s'est beaucoup renouvelé. J'en suis d'ailleurs la preuve. Et le Parti communiste d'aujourd'hui n'est plus du tout le Parti communiste d'il y a une trentaine d'années. C'était sur le terme, en fait. Et sur le terme Parti communiste, il y a quand même beaucoup de partis communistes qui existent encore dans le monde, avec qui nous travaillons un peu partout. En Italie, il y a un parti communiste. Oui, il y en a en Tunisie, il y en a un peu partout, dans le monde. Nous travaillons avec eux. Nous travaillons avec des partis progressistes et non pas totalitaristes. Notre vision du communisme, c'est la mise en commun pour vivre tous bien ensemble. Parce que nous ne pouvons pas vivre heureux dans un océan de misère. Et donc nous pensons que ça passe par la solidarité, par le partage. Et non pas par des répressions. Et tout ça, nous le condamnons fermement. Et donc, je représente un parti communiste français qui n'est pas du tout totalitariste, comme certains pourraient le faire croire ou le penser. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. La logique du front de gauche, d'ailleurs, n'est pas du tout dans le sens dont vous évoquiez tout à l'heure. Ce que nous souhaitons, c'est créer une dynamique à gauche, parce que nous trouvons aujourd'hui que la gauche manque de courage pour proposer un programme vraiment alternatif. Donc voilà, c'est en ça que nous travaillons aujourd'hui. Et alors prolongement de cette question, quand Jean-Luc Mélenchon déclare lors d'un meeting, je n'ai pas noté lequel, mais que le communisme n'a pas de sang jusqu'au coude,
Est-ce qu'il dérape pas un peu quand même selon vous? Pour reprendre ses propos, ça faisait référence à une allusion d'un personnage d'extrême droite qui disait que Jean-Luc Mélenchon avait du sang jusqu'au coude. Donc effectivement, Jean-Luc Mélenchon n'a tué personne jusqu'à preuve du contraire, n'a participé à aucun massacre, de la même manière que les communistes français n'ont pas participé à de massacres. On a certains qui se sont engagés dans la résistance au moment de la Seconde Guerre mondiale, qui sont encore parmi nous, mais bien pour défendre la liberté d'un pays et non pas pour faire une quelconque Donc ils faisaient référence répression. au communisme français, alors. Parce que le communisme en général a du sang jusqu'au coude. Pas en général, non. Certains ont utilisé le terme communisme pour faire preuve d'autoritarisme, mais une fois encore, ce n'est pas la généralité. Alors, à quoi sert un député aujourd'hui, puisque vous présentez au poste de député? On sait que la plupart des décisions sont prises aujourd'hui à Bruxelles. Vous avez voté pour le non, j'imagine, en 2005. Et donc, un député doit déjà suivre les consignes de vote de son parti. Bon, on voit ça à l'UMP, au PS, très régulièrement. Et les hauts fonctionnaires jouent aussi un rôle dans la rédaction des lois, qui est très important par rapport aux députés. Donc, avec toutes ces influences, et Bruxelles avec les directives qu'il faut appliquer, est-ce que le député aujourd'hui a encore une marge de manœuvre? Alors, nous, notre vision du député est un peu différente des autres partis. Nous travaillons, en tout cas, nos députés élus travaillent collectivement sur les différentes choses qui se passent à l'Assemblée. Il y a effectivement le rôle d'un député, c'est aussi de poser des questions au gouvernement et de travailler aussi des propositions de loi et le travail en commission. Donc un gros travail en commission, donc ça a un rôle parce que je peux vous assurer qu'un député il ne se tourne pas les pouces en attendant que Bruxelles décide quoi que ce soit. Donc le rôle d'un député est important et nous, notre conception des choses et ce que nous souhaitons avec le Front de gauche, c'est qu'il y ait des ateliers législatifs où le peuple participe à des propositions de loi que les députés porteront par la suite à l'Assemblée nationale. Et donc nous souhaitons que le député... Là, à l'heure actuelle, le député travaille avec ses attachés parlementaires à la rédaction de propositions de loi. Et nous, clairement, le rôle du député, ce n'est pas de travailler au nom des gens, mais au contraire d'organiser des ateliers. Alors, ça peut être plusieurs sur le territoire, sur des thèmes spécifiques, et travailler avec la population pour la rédaction d'une loi et ensuite d'aller la porter nationalement à l'Assemblée nationale. Vous êtes le seul à proposer ça, je crois. Le Front de gauche, oui, mais parce que notre slogan de campagne, c'est « Prenez le pouvoir, c'est place au peuple ». Et donc ce n'est pas seulement un slogan balancé comme ça, c'est que vraiment derrière on a une conception, c'est notre conception aussi de la 6e République, que le peuple ait plus de place dans cette démocratie et participe plus activement à la vie démocratique. Le député n'étant qu'un porte-voix, finalement, du peuple. Et donc tout le peuple serait convié, pas simplement les militants ou sympathisants Front de gauche? Bien sûr, le peuple, c'est tous. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens puissent se ressaisir de la question politique. Et le débat politique, c'est pas on est tous d'accord et on écrit tous la même chose. C'est on n'est pas forcément tous d'accord, mais on discute, on confronte nos idées et puis on essaye d'avancer. Très bien. Alors, avant-dernière question. La question du Front National, puisque Jean-Luc Mélenchon se présente contre Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. Et alors, quel que soit le résultat du Front National, a priori, ils n'auront pas de député le soir du 17 juin. Est-ce que c'est digne d'une démocratie, selon vous, qu'on soit d'accord ou pas avec les idées du Front National? Clairement, la démocratie telle qu'elle est organisée aujourd'hui pousse au bipartisme. Clairement. Et ça a pour effet pervers que finalement on a beaucoup d'hommes qui participent à cette démocratie. Et on a eu à une époque une Assemblée nationale qui était élue à la proportionnelle, où effectivement il y avait plus de composantes politiques qui participaient.
Donc nous, ce que nous voulons, c'est qu'à toutes les élections, il y ait vraiment cette proportionnalité qui aura comme deuxième effet, parce que la règle de la parité l'oblige, qu'il y aura forcément plus de femmes qui participera à cette vie politique. Donc c'est quelque chose qui nous semble important et également qu'on sorte de ce schéma social ce paysage social d'une assemblée qui est principalement composée d'hommes et d'hommes d'un âge plutôt mûr. Et donc c'est aussi le sens de ma candidature, de dire qu'aujourd'hui tout le monde doit participer à la démocratie, y compris les jeunes et y compris les femmes. Donc voilà, c'est... Est-ce que c'est pas gênant de faire du coup rentrer des députés Front National à l'Assemblée alors que votre représentant Jean-Luc Mélenchon est contre ce parti et voudrait l'interdire, si j'ai bien compris? Si on considère que le programme du Front National est xénophobe et exclut toute une partie de la population de son champ politique, effectivement c'est assez gênant parce qu'il faut travailler avec l'ensemble de notre société. Après, les règles du jeu aujourd'hui font que le Front National est autorisé. Donc il faut qu'on fasse aussi avec cette composante-là, même si nous ne partageons pas ces idées, même si nous considérons que le projet qu'elle porte est xénophobe et que nous condamnons fermement toute la politique qu'il propose de mettre en place, qui à notre sens va à l'inverse aussi de la logique pour faire sortir la société vers le haut. Donc voilà, mais c'est important que tous puissent être représentés aussi à l'Assemblée nationale, y compris nous d'ailleurs, mais c'est la démocratie. La démocratie, c'est aussi reconnaître une partie des électeurs, que tous les électeurs puissent être représentés. Donc, si j'en ai quand même 17,9% au présidentiel. Oui, et puis nous avons, on verra aux prochaines échéances électorales, mais de la même manière, le Front de gauche, lorsqu'il est à 11%, est-ce qu'il est bien représenté dans toutes les instances? C'est une question qu'on peut se poser. Il y a un groupe communiste. Nous avons un groupe communiste et citoyen, et donc c'est plus de 20 députés, je crois. Nous avons des députés, nous comptons en avoir encore plus parce que nous avons une implantation locale avec des personnalités locales qui travaillent concrètement et qui sont réélus de mandat en mandat. Donc c'est bien la preuve que leur travail paie, ce qui n'est pas toujours le cas des élus du Front National, notamment dans les municipalités où lorsqu'ils ont été élus n'ont pas été reconduits pour la plupart les années suivantes parce que finalement les électeurs ne reconnaissent pas leur travail, ce qui n'est pas le cas des élus du Front de gauche et des élus communistes. Alors dernière question, si vous êtes élu le 17 juin, que ferez-vous de nouveau, de différent? Si je suis élue le 17 juin, effectivement, à mon sens, la première chose sur laquelle il faudra travailler, c'est une vraie revalorisation du SMIC et pas uniquement un décret, qui est un débat à l'Assemblée pour revaloriser le SMIC à 1 700 €. Pour ce qui est de la retraite, nous pensons qu'il faut revenir sur ce qui a été fait par l'ancien gouvernement et donc rétablir la retraite à 60 ans. Et puis, dans les priorités aussi, ce qui n'est pas forcément du plus concret, en tout cas pour nos concitoyens, mais qui est important pour la vie politique, c'est abroger la réforme générale des politiques publiques qui fait grand mal à la vie locale. Faire partir un fonctionnaire supprimer sur deux, un fonctionnaire sur deux, et donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est primordial. Et puis faire un budget, donc ça sera plutôt vers octobre-novembre, faire vraiment un budget de gauche pour la solidarité, donc être très à cheval sur le prochain budget qui sera voté à l'automne prochain. Lauriane Delaporte, merci. Merci à vous.